derniers jours. Le risque d'engorgement inquiète les autorités sanitaires qui doivent par ailleurs lutter contre certaines contre-vérités. Ce virus serait-il moins virulent qu'avant? En fait, ce virus, il n'a pas changé. Il est pareil. Il est exactement le même, c'est-à-dire que le virus qui circulait en mars, à quelques nuances près, mais qui sont des nuances qui ne relèvent ni de son pouvoir pathogène, ni de son risque de transmission, eh bien, il est exactement identique. La courbe peut-elle s'inverser? Pour ce médecin épidémiologiste, oui, si l'on respecte les gestes barrières. Et d'ailleurs, selon lui, les dernières mesures sanitaires font déjà leurs preuves. Il y a d'autres endroits dans le monde où les reprises épidémiques ont été contrôlées avec masque en intérieur plus fermeture des bars. Donc je pense que c'est un duo qui a marché ailleurs. Je pense que c'est un duo qui a marché dans le sud de la France. C'est un duo qui va marcher un peu dans toutes les villes qui sont concernées par une reprise épidémique. Je ne pense absolument pas qu'on aura besoin de repasser par un confinement. Les scientifiques en appellent au sens des responsabilités de chacun, en diminuant la fréquence et le nombre d'invités lors des réunions familiales ou amicales. Autre question afin de limiter les foyers épidémiques au sein des familles. Êtes-vous prêt à vous protéger et à protéger les plus anciens en portant un masque lors de vos réunions de famille? Une recommandation à la fois du ministre de la Santé et des scientifiques. La question est plus que jamais d'actualité à une semaine des vacances de la Toussaint. Astrid Mesmorian, Marie-Pierre Cassignard, Anna Strobel. Coucou. La Toussaint, synonyme de grande réunion de famille pour Hélène et Jean-Luc avec leurs 8 petits-enfants. Coucou. Bonjour, chouchou. Tu aimerais trop quoi? Que vous soyez ici avec nous. Oh, t'es trop mignonne, ma chérie. Et nous, on voudrait trop que tu sois là, mais tu sais que c'est pas possible. C'est triste, hein. Mais oui, tu sais, il y a le méchant virus, hein. Cette année, les coups de fil vidéo ne compenseront que légèrement leur absence. D'un commun accord, la famille a annulé les vacances, la mort dans l'âme. Leur dire, ah ben non, vous pouvez pas venir parce que on est trop vieux, on est trop fragile, et c'est affreux. Mon épouse a une pneumopathie, donc une maladie des poumons chronique, qui la rend encore plus fragile. Et si jamais elle attrapait ce sale virus, l'issue pourrait être très mauvaise. Le méchant Covid, comme ils disent, vient perturber les vacances. À l'approche de la Toussaint, cette semaine, Olivier Véran a encore martelé son message habituel. Même si vous souhaitez recevoir vos proches, même si vous souhaitez recevoir des amis, même si vous recevez votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, vous devez garder de la distance, vous devez porter le masque et faire extrêmement attention autour de vous. Un appel à la prudence pas toujours reçu 5 sur 5. On dit qu'il faut garder le masque, la distance, est-ce que c'est des choses que vous faites ou alors on lâche? Quand on est dans la famille, non, pas du tout. C'est vrai que nous, on l'enlève, mais parce qu'on se voit très régulièrement. Donc c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais quand on est entre nous, on l'enlève à chaque fois. Ouais. C'est difficile avec une enfant de garder ses distances, quoi. D'autres, en revanche, revoient leur plan, s'adaptent à la contrainte. C'est prévu qu'on soit en famille, mais on respectera la distance, les gestes sanitaires, on fera exactement ce qu'il faut. Ce serait bien de nous laisser balader, bouger, pas nous infantiliser, on sait ce qu'on a à faire, on a compris. On avait prévu de partir à Amsterdam, faire quelques jours, et on a annulé à cause de la crise sanitaire. L'avenir du virus est par nature imprévisible, mais les sacrifices consentis à la Toussaint seront sans doute plus durs à accepter pour Noël. L'évolution de l'épidémie à l'étranger, le Brésil qui dépasse désormais la barre des 150 000 morts. En Inde, 7 millions de cas. Au Liban, fermeture des bars et des boîtes de nuit. 170 villes seront confinées à partir de lundi en Europe. L'Allemagne a entamé hier soir dans les plus grandes villes du pays une période de couvre-feu jusqu'au 31 octobre, date fixée pour le moment. En fait, ce virus, il n'a pas changé. Il est pareil. Il est exactement le même. Je crois qu'il faut se rappeler que cette épidémie de grippe est une épidémie qui va prendre de l'ampleur, que cette épidémie de grippe va générer des cas graves, qui vont être rares, qui vont être exceptionnels même, mais de toute manière, immanquablement, on aura un certain taux de mortalité parmi les patients. On a dit ce virus reste responsable d'infections dans la majorité des cas bénignes. On peut avoir des formes un petit peu plus graves et on peut avoir des formes mortelles qu'on observe comme là. Vous, professeur Lina, au début de la pandémie, vous aviez des prédictions de décès qui étaient assez effrayantes. Hein. Vous avez été jusqu'à parler de 60 000 morts. Est-ce qu'aujourd'hui, ces modèles sont remis en cause ? Non, alors il faut être extrêmement prudent quand on parle de mortalité. Au tout début de l'épidémie, on se demandait si on avait affaire à un virus qui pouvait être aussi dangereux que celui du H5N1. Le danger, c'est le virus de la grippe, ce n'est pas le vaccin. La vaccination contre la grippe, c'est une vaccination qui ne pose pas de problème de tolérance. Les personnes fragiles, hein. Beaucoup de personnes âgées sont mortes cet hiver à cause de la grippe. Hein. Oui, alors maintenant il faut être aussi tout à fait objectif. Parmi ceux qui sont morts de la grippe, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas vaccinés. Hein. C'est-à-dire que quand on a pris les 1500 cas qui sont allés en réanimation intensive parce qu'ils avaient une grippe grave,
85% d'entre eux étaient des gens fragiles. Ce qui montre bien que le virus de la grippe donne des formes graves chez les fragiles. Plus de 60% d'entre eux n'étaient pas vaccinés, alors qu'ils étaient dans les recommandations vaccinales. Donc on voit bien aussi que le fait de ne pas avoir été vacciné augmentait, même quand on a un vaccin modérément efficace, le risque de faire des formes très graves. Ils ont perdu des chances en n'étant pas vaccinés, même avec un vaccin qui n'était pas efficace. On comprend bien que vous êtes un fervent défenseur de la vaccination. Non, mais c'est très objectif. C'est très objectif aussi. Brigitte, on retourne... Je peux rebondir bien sûr. Voilà. Sur le vaccin contre la grippe, il y a effectivement l'histoire du virus qui mute tous les ans et pour lequel il est difficile. C'est pour ça qu'il faut se faire vacciner tous les ans. Voilà. Il y a aussi un autre aspect qui n'a pas été évoqué, qui est que finalement, on manque peut-être d'études indépendantes, sérieuses pour évaluer ce vaccin. Je me réfère là à l'Institut Cochrane qui regroupe des experts indépendants et qui a fait une analyse de toute la littérature scientifique sur la vaccination grippale, justement, et qui montre que finalement, l'efficacité du vaccin contre la grippe, elle est parfois incertaine chez les populations chez qui elle est recommandée, c'est-à-dire les personnes de plus de 65 et surtout de plus de 75 ans. C'était très clair que, par exemple, pour les gens qui étaient atteints de BPCO, là, il y avait une efficacité. C'est la bronchite chronique. C'est un facteur aggravant de la grippe. Voilà, les gens risquent des complications, etc. Donc là, c'était positif, il n'y avait pas de problème. C'était beaucoup plus délicat pour les gens qui n'avaient pas forcément de facteurs de risque particuliers. Juste pour répondre à ça, en fait, il y a une seconde étude qui est sortie, on est bien dans votre thème, qui s'appelle Cochrane Revisited, qui a repris les mêmes études que la Cochrane et qui a démontré que l'analyse faite par la Cochrane était erronée. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas analysé comme il fallait l'ensemble des données et qu'en reprenant les données, en faisant une analyse plus fine, c'est-à-dire en n'agrégeant pas trop de critères de jugement en même temps, on démontrait une efficacité vaccinale. Donc voilà, la Cochrane Revisited qui est sortie il y a environ 6 mois maintenant, montre au contraire que le vaccin contre la grippe est efficace. Vous voyez, on est en plein dedans. Quand je disais les études contradictoires, on est vraiment en plein dedans. On va parler un petit peu... Pourquoi il n'y a plus de confiance? Parce que vous voyez que les spécialistes qui demandent à ce qu'on vaccine, le comité technique de la vaccination, même au niveau de la haute autorité sanitaire, eh bien on s'aperçoit que ces gens, ils sont bourrés de conflits d'intérêts. Et monsieur Lina, vous n'êtes pas très clair sur les conflits d'intérêts. Alors est-ce que vous seriez d'accord pour qu'il y ait un vaccin contre les conflits d'intérêts au niveau des spécialistes comme vous? Voilà, elle n'est pas tendre avec vous. Hein. Non. Et puis alors, pour le coup, moi, je suis extrêmement clair sur mes conflits d'intérêts. En fait, j'ai reçu un courrier aujourd'hui de l'Institut de veille sanitaire à propos de mes conflits d'intérêts qui dit que dans mes activités, je n'ai pas de conflit d'intérêts significatif. Donc je pourrais envoyer le courrier à Mme Rivasi. Eh bien, je pense qu'elle sera ravie de le recevoir. Et voilà, les choses, après, bon, on peut croire, on ne peut pas croire, mais l'Institut de veille sanitaire, a priori, c'est quand même une institution qui, justement, est là pour surveiller de près les liens d'intérêt et les conflits d'intérêt. Ne confondons pas non plus liens d'intérêt et conflits d'intérêt. La deuxième chose, c'est que dans les conflits d'intérêt et les déclarations qu'on peut faire, il y a aujourd'hui peut-être un peu plus d'élaboration à faire sur cette déclaration pour clarifier ce que ça signifie. Quand on a des conflits d'intérêt personnel lié à un enrichissement personnel et qu'on est un salarié d'un industriel, ça ne pose pas le même problème que lorsqu'on est en relation avec un industriel pour lequel on développe des programmes de recherche communs et pour lequel éventuellement un financement d'unités de recherche se fait en partie grâce à un budget apporté par un industriel. Je dirais que c'est quand même pas tout à fait la même chose. On parle de plus en plus de marchandisation de la santé. Qu'en pensez-vous? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça signifie, marchandisation. Marchandisation, c'est par rapport à la santé, mais soumis aux lois du marché, à l'argent, aux bénéfices, à la rentabilité, en fait. Oui, j'avoue que je comprends pas. Est-ce que on évoque la possibilité qu'il y ait des intérêts financiers derrière des stratégies de santé, derrière le développement de produits de santé? C'est une certitude parce qu'au bout du compte, on voit bien que de toute façon, le développement de produits médicaux, le développement de tout ce qui tourne autour de la santé a un certain coût. Et de fait, forcément, à partir du moment où ça a un coût et ça n'est pas assumé par les pouvoirs publics, eh bien, ça veut dire qu'il y a une société industrielle derrière. Et quand il y a une société industrielle derrière qui n'est pas une société publique, il y a une notion de bénéfice derrière. Je dirais que il existe
très certainement une certaine loi du marché autour de produits de santé, qu'il s'agisse de produits de première nécessité comme de produits plus élaborés. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question non plus. Donc, Alerte à la grippe, notre région est l'une des plus touchées par l'épidémie. Et si l'on n'est pas déjà vacciné, c'est un peu tard. Si vous avez un vaccin dans votre réfrigérateur et que vous avez la possibilité de vous faire le vaccin très très rapidement, à ce moment-là, oui, il faut le faire. Mais on est rentré vraiment dans la période de l'épidémie. La période de l'épidémie, si on veut la gérer, il faut utiliser les mesures d'hygiène, les mesures barrières, il faut se laver les mains. La vaccination, on peut encore la faire, mais c'est très tard. Il faut bien se rappeler que pour que le vaccin soit efficace, il faut attendre 15 jours à 3 semaines. Une vaccination toujours particulièrement conseillée pour les personnes les plus fragiles. Il n'y a pas de lien aujourd'hui de causalité démontrée entre la vaccination et notamment une lésion qui est appelée la myofascite à macrophage, où on trouve des résidus d'aluminium à l'endroit, au point d'injection du vaccin. Et le professeur Gherardi montre que justement, sur des souris, on pourrait avoir une migration des particules d'aluminium qui passerait par la rate, le foie, et irait au bout de 135 jours chez les souris, hein, je dis bien, irait jusqu'au cerveau. Donc il faut voir si ces études sont reproductibles sur l'homme, mais en tout cas il y a des soupçons qui pèsent sur cet adjuvant. Et le problème, c'est que dans la vaccination, les effets graves sont pris en considération à court terme seulement et jamais à long terme. Donc, dans la balance bénéfice-risque qui sert justement au comité technique des vaccinations et puis aux autorités sanitaires pour dire on met ce vaccin au calendrier vaccinal et on le rembourse, dans la balance bénéfice-risque, jamais ces effets différés à très long terme ne sont pris en compte. Et même les médecins ne sont pas au courant, les patients eux-mêmes parfois ont du mal à faire le lien entre une vaccination et des symptômes qui vont se produire. Donc c'est très compliqué, mais en tout cas il y a des vrais soupçons sur les adjuvants aluminiques. Professeur Lina, vous êtes un chercheur. Est-ce qu'on peut se passer ces adjuvants qui posent tant de problèmes ? Les adjuvants ont rendu des services considérables depuis le début de la vaccination et parce que les adjuvants au sel aluminium, il y en avait depuis combien de temps, ça existe depuis très longtemps. Je ne sais pas quel est le premier vaccin qui s'est servi des sels d'aluminium, mais c'est vraiment un adjuvant qui est utilisé depuis très longtemps. Et on a administré et vacciné des milliards de personnes avec des vaccins contenant du sel d'aluminium. Et on est aujourd'hui sur probablement une crête de vague où il peut y avoir quelques effets secondaires qu'il reste à relier éventuellement à ces sels d'aluminium. C'est extrêmement difficile à étudier, il sera difficile de prouver pour, ce sera difficile de prouver non, et en pratique, l'incertitude reste dans l'esprit des gens, avec ceux qui sont convaincus que forcément il y a des effets secondaires et ceux qui sont convaincus que forcément il n'y en a pas. En fait, on rentre dans une phase de campagne de protection vis-à-vis des virus respiratoires dont la grippe. C'est-à-dire qu'on se dit, aujourd'hui, le premier temps de cette campagne, en quelque sorte, c'est la mise en route de la vaccination pour protéger les soignants, pour protéger les plus graves, pour protéger les fragiles, etc. Donc ça, c'est, je dirais, le marronnier, c'est ce qui est fait chaque année. Mais très rapidement, vous verrez que quand va commencer à circuler les virus respiratoires, des messages complémentaires vont commencer aussi à circuler sur les mesures d'hygiène, le lavage des mains, le port du masque, tout ce qui peut permettre de lutter contre la diffusion de ces viroses hivernales, qu'elles soient respiratoires ou entériques d'ailleurs, on peut parler du rotavirus aussi. Et c'est un message qui va devenir en fait additionnel par rapport à la campagne de vaccination. Et quand l'épidémie de grippe commencera, on refera un renfort de la discussion et de toute la promotion autour de l'hygiène. Un petit message sur la vaccination pour dire si vous avez votre vaccin dans le frigo, faites-le vite parce que c'est maintenant de le faire. Mais on passera beaucoup plus dans une action de protection et de réduction d'impact. Ce ne sera plus le moment de la vaccination, ce sera un peu plus le moment des mesures d'hygiène. Pourquoi est-ce que nos aînés avaient une telle adhésion à la vaccination ? C'est parce qu'ils avaient vu les épidémies, ils les avaient vécues les épidémies. Et je peux vous dire que j'ai des photos où on voit les gens qui font la queue dans la rue pour être vaccinés. Parce que pour eux, c'était vital, c'était une façon de survivre à une infection, éviter d'avoir une maladie qui vous paralyse, éviter d'avoir des maladies qui vous tuent. Et aujourd'hui, tout ce risque a disparu.
Et les jeunes, justement, n'ont plus l'habitude de la perception du risque. Et donc, de fait, ils ont l'impression que le danger, c'est le vaccin et pas la maladie infectieuse. Alors, 56% des médecins s'interrogent sur l'utilité des vaccins administrés aux enfants et 31% sur leur sécurité. Le Haut Conseil de la santé publique admet désormais que la politique vaccinale relève d'un débat que les autorités se doivent d'organiser. À la place, nous voyons se multiplier les articles et les émissions à sens unique. Monsieur Lina, êtes-vous prêt à ce débat et à admettre que les Français sont aujourd'hui capables de prendre leurs responsabilités en matière de prévention contre les maladies infectieuses? Alors, j'en suis persuadé, mais qu'ils se vaccinent. Enfin bon, après, la liberté de la vaccination, c'est aussi de se faire vacciner. Mais Ensuite, eux, ils militent pour arrêtons d'obliger les gens. C'est comme le cas de ce couple dans Lyon qui est actuellement en procès parce qu'ils ont refusé de vacciner leur petite fille contre le DT, avec le vaccin DT polio. Ça a été un véritable scandale. C'est monté jusqu'au Conseil constitutionnel parce qu'ils estimaient que c'était une atteinte à leur liberté de santé de ne pas vacciner leur fille. Le Conseil constitutionnel a tranché, a dit non. C'est la sécurité sanitaire globale qui bénéficie plutôt à l'esprit personnel, si j'ai bien compris. Mais je crois qu'il faut bien comprendre, j'ai suivi de très près et j'avoue, je le dis très simplement, moi je suis ravi de la décision qui a été prise. Et cette année, elle est particulièrement violente en général, la grippe, quel est votre constat ? Elle est très habituelle. Il n'y a rien de particulier. Chaque année, on observe comme ça, de temps en temps, une bouffée épidémique dans une EHPAD qui marque les esprits. Ce serait bien qu'on s'en rappelle de façon à ce qu'on intègre bien le danger que peut représenter ce virus de la grippe. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a une épidémie qui a une taille et qui monte en progressivement, qui n'est pas forcément exceptionnel. On n'a pas des niveaux de mortalité ni des niveaux de passage en urgence ou en réanimation plus importants que d'habitude. C'est juste que ces phénomènes dans les EHPAD mettent en exergue vraiment le potentiel de dangerosité de ce virus. Une dernière question, professeur. Particulièrement prêt parce que finalement, il y a 2 villes qui sont prêtes actuellement aujourd'hui, c'est Paris et Lyon. Parce que pour être certain d'avoir finalement l'ensemble des outils pour suivre ces patients et les diagnostiquer, il faut avoir des chambres d'isolement, une structure hospitalière adaptée, donc c'est l'hôpital de la Croix-Rousse, c'est bien le cas. Et puis il faut avoir un laboratoire en capacité de faire du diagnostic. Et aujourd'hui, il n'y a que 2 laboratoires qui sont en capacité de faire du diagnostic, c'est l'Institut Pasteur de Paris et le laboratoire de virologie aux Hospices civils de Lyon. Donc oui, on est parfaitement prêt. Tout est organisé aussi bien au laboratoire que dans les services et toute la logistique est mise en place. Donc il n'y a plus qu'à avoir des patients. Mais si on n'en a pas, c'est mieux. Pour revenir à la sortie de crise, est-ce qu'il faudra tester toute la population pour être sûr d'en avoir fini avec ce virus? Alors, toute la population, peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est important, et c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre actuellement, c'est qu'on va devoir tester beaucoup plus de monde. Quand on le dit cela, ça suppose une logistique et une infrastructure importante qui est en cours d'installation. Il y a des équipements lourds qui ont été acquis, qui sont en déploiement, avec comme on dit dans notre jargon, le consommable, c'est-à-dire il faut qu'on ait des réactifs, il faut qu'on ait des plastiques, il faut que tout ceci soit sécurisé, il faut qu'on ait des écouvillons pour faire les prélèvements. Tout ceci est en train de se mettre en place de façon à pouvoir, comme l'avait dit Monsieur le Ministre, augmenter de façon extrêmement significative la capacité de faire des tests, notamment des tests PCR, mais aussi potentiellement des tests sérologiques. Et on va combiner ces outils diagnostiques de façon à ce qu'on puisse avoir une image claire de ce qui se passe, à la fois en termes d'infection, et ça c'est ce que va nous dire la PCR, et en termes de personnes ayant été infectées, et ça c'est ce que va nous dire la sérologie. Et on va être dans une capacité de tests qui va être à hauteur de environ 50 à 55 000 tests par jour, ceci dans une échéance relativement brève, ce qui va permettre de répondre à un grand nombre de besoins, notamment toutes les personnes qui aujourd'hui se posent des questions lorsqu'elles ont des signes respiratoires. Eh bien, dans un avenir proche, il sera possible de tester sans réserve l'ensemble des patients potentiellement symptomatiques et de leur donner la réponse dans la journée. Oui, donc c'est vers ça que l'on tend.
Mais bon, pour l'instant, on n'en a pas les moyens, vous êtes d'accord? On est en train de s'équiper, de s'armer de tous ces tests. Vous dites dans un avenir proche, c'est vrai qu'on compte en jours. Pour vous, c'est quoi l'avenir proche? C'est le mois de mai? Puisque on sera. Ah non, c'est avant. Non, c'est au courant avril. Les équipements sont en train de s'installer là. Oui, c'est courant avril. Hein. C'est quelque chose qui s'installera et qui sera fonctionnel au moins dans une première vague d'ici une dizaine de jours. D'ici une dizaine de jours, on sera en capacité de commencer à tester les populations cibles, si j'ai bien compris, pour ensuite organiser la sortie. Si je résume. Absolument. Je vais essayer de vous donner quelques éléments sur l'essai clinique Discovery. On va faire une présentation à deux avec Florence Adair. Ces molécules, en fait, on a 4 bras qui vont correspondre aux traitements qui ont été proposés. Le premier, c'est le bras qu'on appelle Remdesivir. C'est un antiviral qui a été conçu initialement pour Ebola, mais qui a un spectre d'action qui est plus large que ce virus. On s'est rendu compte qu'il est capable d'interagir avec d'autres virus et de bloquer la réplication des coronavirus et notamment de ce coronavirus. On a des données donc de résultats in vitro qui sont très bons et les premiers résultats chez l'homme vont commencer à sortir et on voit que on espère beaucoup dans cette molécule. Le deuxième bras, c'est un bras qui correspond à un recyclage d'un médicament contre le VIH qui s'appelle le lopinavir-ritonavir. C'est une combinaison de 2 molécules qui agissent ensemble pour bloquer la réplication du virus. Et on s'est rendu compte aussi que ça marche dans le tube à essai. Il y a un premier essai qui a été déjà fait en Chine, mais on va voir, on en reparlera plus tard, que notre essai est complémentaire et il présente des avantages par rapport à ce qui a été fait en Chine. Le troisième groupe de patients, c'est la même molécule, lopinavir-ritonavir, plus de l'interféron alpha. Et c'est intéressant parce que, comme vous le savez, dans la maladie, il y a 2 phases. Il y a une phase virologique qui correspond au début de la maladie, ou pour lequel on pense que les antiviraux peuvent avoir un effet important. Et la deuxième phase, qui est une phase plutôt immunopathologique, c'est le syndrome inflammatoire qui prend le dessus et qui peut entraîner des altérations et des dégradations au niveau pulmonaire notamment. Et on espère que l'interféron alpha pourra interagir aussi et de façon à bloquer ce processus inflammatoire. Une petite précision, c'est de l'interféron bêta. Pardon, interféron bêta, excuse-moi. On est fatigué. On est de fait fatigué. C'est de l'interféron bêta. Et le dernier bras, le 4e bras, c'est le bras hydroxychloroquine. C'est un bras qui a été rajouté un petit peu à la demande à la fois de l'OMS et de l'État français pour qu'on puisse avoir des résultats fiables sur cette molécule aussi, de façon à ce qu'on sache exactement si ça a un intérêt ou si ça n'en a pas. La chose qui est importante, c'est d'avoir un confinement qui joue son rôle de confinement. C'est-à-dire que ce soit pas un confinement qui soit considéré comme, en fait, du temps de loisir et la possibilité d'avoir un petit peu de promenade et de choses comme ça. Le confinement, il s'agit de rester chez soi et d'éviter tout contact non nécessaire avec des personnes connues ou inconnues. Donc on avait l'impression, et c'était ce que l'on pouvait voir simplement en se promenant dans les rues, qu'il y avait une prise de conscience de ce que devait être le confinement qui n'était pas ancrée suffisamment forte dans l'ensemble de la population. Donc il y avait 2 possibilités, soit de dire bon ben écoutez, on ferme tout, on fait comme en Chine, plus personne ne sort, ceux qui sont dans la rue sont arrêtés, ou alors on fait un travail de pédagogie pour expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, donner des exemples, éventuellement avoir un certain nombre de petites actions limitées qui accompagnent la mise en place du confinement tel qu'on l'avait conçu et imaginé, et voir si avec une adhésion, il n'était pas nécessaire d'aller au-delà, parce que vous savez que bien évidemment ça a des conséquences, le confinement, c'est pas anodin. Donc et on avait poser ces 2 options et finalement l'option d'explication et pas de renforcement du confinement, mais d'explication claire et de l'application stricte des consignes a été un choix qui a été fait et on voit que ça commence à porter son fruit, donc c'était finalement un bon choix. Mais justement, on est dans une situation un petit peu tendue où on a le sentiment qu'on ne maîtrise peut-être pas aussi bien qu'avant la circulation du virus, du fait de l'ensemble de ces événements qui surviennent, c'est-à-dire on a réouvert
réouvert les bars, on a réouvert les restaurants, on a redonné beaucoup d'espace de liberté, ce qui est très bien. Mais en même temps, si l'utilisation des mesures d'hygiène et des mesures barrières, qui sont un élément moteur du contrôle de l'épidémie, ont tendance à être moins utilisées. Alors la pandémie, elle va avoir plusieurs temps et on sait que ce virus, maintenant qu'il semble bien adapté à l'homme, eh bien on va devoir prendre l'habitude de vivre avec lui. Et même si au niveau de l'hémisphère nord et d'un certain nombre de pays qui ont déjà fait l'expérience de la première vague épidémique, on a l'impression que ce virus circule moins, il circule encore et on voit bien, notamment avec les expériences européenne du Portugal, de l'Allemagne, de l'Italie, qu'il est possible qu'il y ait une résurgence de ce virus et de nouveau l'apparition de quelques foyers d'infection, malgré le fait que le virus a été mis sous contrôle grâce au confinement. Pour la France, le conseil scientifique dont vous êtes membre a jugé une seconde vague extrêmement probable. Pour quand elle est cette seconde vague ? Alors, la seconde vague, je ne sais pas quand elle aura lieu, parce que là, il faudrait être devin. La seule chose que je peux vous dire, c'est que basé sur les expériences des virus pandémiques respiratoires du passé, l'immense majorité de ces virus, en tout cas ceux qui ressemblent au coronavirus, ont eu une évolution en plusieurs vagues. Et la deuxième vague avait tendance à se caler un petit peu sur la saisonnalité de l'endroit où cette deuxième vague survenait. Donc, ce qui nous fait dire que, il ne serait pas raisonnable de ne pas envisager la possibilité d'une deuxième vague. Au contraire, il faut qu'on l'envisage très sérieusement. Et deuxièmement, c'est de dire que cette deuxième vague, elle risque de survenir à un moment donné qui correspond à la zone de circulation des virus respiratoires, en sachant que ça commence en général à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, et ça peut aller jusqu'en janvier. Donc l'idée, c'est pas d'être alarmiste en disant attention, il va se passer une deuxième vague, c'est au contraire de dire nous savons qu'il y a cette possibilité, il faut se préparer de façon à ce qu'on ait tous les outils pour contrer la circulation de ce virus et réduire son impact, et on a tout l'été pour nous organiser pour le faire. Il y a d'autres endroits dans le monde où les reprises épidémiques ont été contrôlées avec masque en intérieur plus fermeture des bars. Donc je pense que c'est un duo qui a marché ailleurs. Je pense que c'est un duo qui a marché dans le sud de la France. C'est un duo qui va marcher un peu dans toutes les villes qui sont concernées par une reprise épidémique. Une vague limitée comme ça en plateau, je l'ai publié au mois d'août. Je veux dire, je l'ai annoncé face à ce monsieur qui disait que c'était de la folie, qu'il n'y avait rien, que c'était une invention, qu'il n'y avait pas de reprise épidémique. Alors on me dit mais non, mais parce qu'une vague, c'est quand ça monte aussi haut. Ben oui, ça s'appelle. Ah bah bravo, ça c'est de l'argumentaire, franchement. En plus, on ne fait pas son immunité comme ça en ne respirant pas l'air, parce qu'en fait, respirer, c'est être libre. C'est-à-dire respirer, c'est être autonome. C'est-à-dire que physiologiquement, respirer l'air libre, c'est se défendre inconsciemment contre ce qui n'est pas bon pour nous et défendre notre organisme et nous permettre d'être bien. C'est une espèce d'équilibre en permanence, on ne s'en aperçoit pas. Or là, on demande aux gens de respirer de manière confinée dans leur masque, ce qui est totalement inepte sur le plan physiologique. Donc voilà les bémols que j'ai à mettre, et qui sont des gros bémols, et moi j'espère que je ne serai pas le seul médecin à alerter sur ce profil que prend cette crise sanitaire qui va durer encore pendant longtemps. Une dernière chose, le rôle du médecin. Le rôle du médecin, je l'ai dit tout à l'heure, le rôle du médecin, il est mis à mal actuellement. Nous devrions être vraiment la voûte, la clé de voûte même de tout le système de santé. Et je pense qu'il faut, rassurer les gens, 2, leur expliquer comment marche l'immunité, 3, qui voient les médecins. Ça permettra également de décharger les hôpitaux qui actuellement sont dans un très mauvais état, et ça n'a pas évolué depuis 6 mois au niveau des places en réanimation, des places hospitalières. Les conditions de travail à l'hôpital sont extrêmement difficiles et aucun moyen n'a été mis en place depuis 6 mois alors que ça aurait dû quand même, c'était la première urgence.
le fait que le médecin soit remis à sa place centrale permettrait de dégorger les hôpitaux qui sont actuellement en grande crise. Voilà, c'est mon sentiment actuel. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci. Merci. Dans nos têtes, c'est fou comme ça peut faire du bien. On a prié pour que tout s'arrête, France d'hier, je me souviens. On les entend rire comme l'on pleure, on les voit danser comme l'on titube. On ne pensait pas qu'on puisse s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux?